Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Salut, moi c'est Mike, entrepreneur dans le digital et passionné de trail running. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Quand le chiffre s'est affiché sur ma balance, j'ai pris un uppercut en pleine face. J'ai alors décidé d'enfiler mes baskets pour sortir courir. Mais je n'aurais jamais imaginé aller aussi loin. Au fil des entraînements, j'ai perdu mes kilos en trop et pris goût aux sorties en montagne. Ma motivation m'a permis d'accrocher mes premiers dossards, de dépasser mes limites, jusqu'à devenir finisher de trail de légende. Aujourd'hui, le trail running fait partie de mon style de vie. Et si je vis ma passion au quotidien, j'aimerais pouvoir en vivre un jour. C'est pour ça que j'ai créé la marque Chamonix Trail et le blog Quelque part sûr. J'y partage mon mindset, mes défis et mes rencontres avec ceux qui cultivent l'esprit trail. Mon but, donner envie à d'autres d'enfiler leurs baskets pour repousser leurs limites et vivre leurs rêves. Allez, enfile tes chaussures de trail, on part à l'aventure, quelque part sûr. Ils veillent sur les coureurs depuis leur inscription jusqu'à leur arrivée. Souvent bénévoles, ils travaillent dans l'ombre pendant des mois pour permettre aux trailers de profiter de beaux paysages le temps d'une journée. Ils font face aux mécontents, aux grincheux qui râlent pour un oui ou pour un non, parce qu'ils ont payé cher leur dossard, que le parcours n'est pas le même que l'année dernière, qu'il n'y avait pas de pastèque sur les ravitaux, ou encore que la météo n'était pas top. La météo, avec laquelle il leur faut composer en temps réel pour mettre en place, au pied levé, le parcours de repli imaginé et parfois même mettre fin à la course tout court pour préserver la sécurité de tous. Des autorisations administratives au balisage en passant par les inscriptions ou la prise en charge de blessés, ils s'occupent de tout pour que nous profitions de la course. J'ai eu envie de mettre en lumière un de ces bénévoles pour qu'il nous explique ses motivations à organiser un trail et nous partage les ingrédients d'une course au succès amplement mérité. On part à la rencontre de Stephen Roux, quelque part dans les coulisses de la montagnarde. Ah, Là, je comprends. Très bien. enfin, Mieux. beaucoup mieux. Ah bah écoute, tu vois, des petits soucis techniques ce matin, mais rien d'important, ça se règle, c'est essentiel. Bon, Pas de souci. quel temps il fait chez toi? T'es du côté de Saint-Nicolas-de-Véros, c'est ça? Ouais, bah moi je suis à Saint-Gervais, mais ouais, Ah, je suis à côté. ok. Et ben on a eu grosse chute de neige hier et puis aujourd'hui grand beau. Donc l'objectif de la journée, c'est de trouver un petit moment pour aller Bon, sortir les skis de randonnée et faire une petite montée. excellent, excellent. Bah, moi, j'en profiterai aussi pour aller faire un petit run tranquille autour de la maison. Je te propose qu'on démarre. Alors, je vais te laisser peut-être te présenter, nous dire qui tu es et quel lien tu as avec le trail running. Ok. Bah moi donc Stephen Roux, j'organise la Montagnarde depuis la première édition, donc qui a eu lieu en 2009. Donc ça fait quand même un petit moment. Sinon, j'ai fait des études dans le commerce. Je suis moniteur de ski et puis je travaille en freelance à peu près toute l'année. Euh, Après, mon rapport avec le trail, c'est organisateur, mais aussi coureur. Hein. Je participe à pas mal de courses à pied. J'ai fait donc l'UTMB 2 fois. J'ai fait la Diagonale des Fous. Voilà, j'ai fait pas mal de courses. J'ai fait encore cet été le Restonica. Ouais. Donc voilà, voilà, je m'en sors avec des petites performances. Voilà, je fais 35e de l'UTMB, 5e au Restonica cette année. Donc voilà, c'est la passion. Et puis l'hiver, ça va être plutôt sur les skis, sur les pistes avec les enfants Ok. ou voilà, un petit peu de ski de randonnée quand j'ai le temps. Ok. Ok. Donc tu arrives dans l'organisation de la course à ses débuts. Comment tu tombes dans Oui. le bénévolat? Parce que c'est une association, la Montagnarde. Ouais, alors c'est entièrement une association. Hein. On a aucun salarié jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc ça s'est fait. Voilà, il y a donc Olivier Tribondo qui a créé la course, qui avait réuni un groupe de Saint-Nicolatin. Donc
Les habitants de sur la commune de Saint-Nicolas-de-Véros. Saint-Gervais, donc le petit village de Saint-Nicolas. Ouais. Ça lui tenait à cœur, lui qui avait participé. Exactement. Donc Olivier qui avait déjà participé à l'UTMB, voilà, donc il nous avait proposé 7 courses. Donc avec ce petit groupe de 5-6 personnes, on avait lancé donc c'était en 2008 et puis en 2009 la première édition. À l'époque, je l'avais fait avec les secouristes parce que j'avais mon diplôme de secouriste. Et voilà, ça s'est enchaîné. Après, mes stages scolaires, je les ai effectués en tant que sur la montagnarde. Voilà, Ok. donc j'avais des stages de 3 mois, tout ça à faire. Donc je les faisais sur la montagnarde, ça soulageait quand même pas mal l'équipe bénévole en place. Et puis voilà, je suis continué. J'ai fait quasiment tous les postes, je pense, à part président de la montagnarde, en passant de secrétaire à trésorier. Voilà, ça a été vraiment une ouverture pour moi. Ok. Et donc, t'es arrivé dans l'orga il y a à peu près, je crois que c'est la 16e édition cette année, pour 2024. Hein. Je dis pas de bêtises. Exactement, ouais. Ouais, donc ça fait à ses tout débuts. Il y avait un groupe de combien de bénévoles, un noyau dur, tu dirais? À ses débuts, on était voilà 6-7. Après, Ouais, on a grossi un petit peu parce que l'événement a grossi aussi. ouais, Donc maintenant, on est 12 12 membres du bureau ok. à travailler toute l'année sur l'événement. Voilà. Après, il y a comme tous les bureaux, il y en a qui sont plus ou moins actifs. C'est vrai que ça, c'est comme d'habitude. Après, le bureau est quand même bien soudé et chacun a sa place. Donc ça, c'est quand même très sympa à suivre. Et c'est un bureau voilà, il y a une ou deux personnes nouvelles de temps en temps, mais c'est quand même la plupart sont là depuis ouais, 7-8 ans minimum. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la philosophie, de l'ADN de cette course, de ce qui transpire et ce qui vous différencie des autres courses? Je pense que le mieux, ce serait de le demander aux coureurs parce que nous, de l'intérieur, on essaye juste de faire une course. Ah, j'imagine que tu avais Euh, une petite idée quand même. Oui, en fait, nous, on essaye juste de faire une course pour plaire au plus grand nombre. Quand on avait créé la course faisait 100 km pour presque 11 000 mètres de dénivelé. Ouais. Voilà, c'était le côté difficile et à l'époque, c'était la course où il y avait le plus de dénivelé au monde même. Voilà, maintenant il y a peut-être un peu plus, mais je suis même pas sûr que ça atteigne Le ces rapport, proportions-là. ouais, le rapport, il est juste impressionnant. C'est vrai que je pense que c'est pentu. Ouais, c'est pentu. Après, c'est des chemins quand même pas trop techniques, donc c'est pentu, mais c'est Ça quand même reste, des chemins ouais, qui se courent ça bien, reste ouais. accessible. Il y a combien de formats de courses que vous proposez aujourd'hui et ça accueille combien de participants? Alors, on a 4 formats qui va du 26 km jusqu'au 110 km. Ouais, Donc, le 26 fait quand même 1900 mètres de dénivelé. Après, on a le 50 km qui fait 4000 mètres de dénivelé, le 70 qui en fait quasiment 6000, et puis après le 110 où on a 8500 mètres de dénivelé. Donc, par rapport à la première édition, on a réduit un peu le dénivelé, ouais. tout simplement parce que le nombre d'arrivants n'était. Voilà, on avait une édition, on a eu 35 arrivées. Euh, donc l'idée quand on a fait la course, c'était aussi qu'on ait des finishers. Ok. Tu t'es retrouvé avec un stock de low finisher sur les bras et tu t'es dit qu'est-ce que j'en fais? Ok, Ouais, c'était un peu ça. Bon, ok, on sait toujours de quoi en faire parce que ça fait ouais. pour les éditions d'après. Non, Voilà, nous, l'idée de la course, c'est vraiment le plaisir du coureur, le plaisir simple. On veut pas d'artifice. Voilà, le but, c'est que le coureur, il vienne. C'est pour ça que les tarifs, on essaye toujours de les avoir les plus faibles possibles. Après, voilà, il y a des impondérables, les secours qui nous coûtent très cher, les chronométrages, tout ça. Donc, tout ça fait qu'on est obligé d'avoir un tarif. Mais derrière, voilà, on fait pas de bénéfices. L'idée, c'est vraiment de l'accessibilité au coureur et d'avoir une course pour le coureur, quoi. ok. On va rentrer un petit peu dans les étapes de l'organisation, si tu veux, d'une Mmh. course. Avec ce que je te propose, c'est peut-être qu'on aborde en 3 temps, avant, pendant et Ouais. après la course. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que j'aimerais qu'on donne aux personnes qui vont regarder ou écouter le podcast, c'est peut-être des ingrédients pour, je sais pas si demain ils souhaitent organiser une course.
S'ils souhaitent s'engager dans le bénévolat, voilà, des petits guides pour, pourquoi pas organiser leur course de trail. Alors, avant la course, j'imagine qu'il y a une foule d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Peut-être que le premier élément, c'est toi qui vas me dire, j'ai jamais organisé de course, mais au niveau autorisation, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place? C'est vrai que c'est une vaste question. Il nous faudrait la matinée, je pense, pour y répondre. Voilà, au fur et à mesure des années, c'est le genre de choses qui a pris de l'ampleur aussi. Ouais, Voilà, avant, on avait juste besoin d'une petite déclaration en préfecture et puis le tour était joué en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle création de course, on a l'impression que voilà, il y a juste à faire un parcours et puis à lancer les coureurs dessus. Ça nous prend énormément de temps durant l'année. ouais. C'est ce qu'on disait. Finalement, je pense que on pourrait avoir une personne à temps complet payée sur l'année. Ce serait pas déconnant, comme on dit. Et puis ouais, c'est au début, ça va être tout ce qui est ce qu'on appelle la paperasse. Hein, ça va être les autorisations à avoir en préfecture, en mairie, faire les inscriptions sur les différents sites nationaux. Donc voilà, tout ça, c'est un dossier à monter. Enfin, on a un dossier de préfecture. Nous aussi, on a la chance et la malchance, je dirais, de traverser une réserve naturelle. Donc réserve naturelle, donc c'est une chance pour le coureur, mais nous au niveau autorisation et Ouais, j'imagine. paperasse, c'est quelque chose de très très compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que j'invite aussi à tous les coureurs de faire vraiment attention. Donc c'est vraiment très réglementé, ce qui est normal aussi, puisque on passe dans une zone protégée, à nous de faire attention. Voilà, c'est vrai que je vois beaucoup de coureurs, des fois, même sur d'autres courses, pas forcément ici, se plaindre, voilà, l'organisation aurait pu faire ça, aurait pu faire de telle manière, tout ça. Mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte, les endroits où on pose les ravitaillements, aller chercher un coureur si s'est blessé. Enfin, il y a tellement de petites choses qui rentrent en compte que souvent en tant que coureur, on se rend pas compte et on a vite à critiquer. Oui, mais le ravitaillement, ils auraient pu le mettre 3 kilomètres plus tôt, 3 kilomètres plus loin. Enfin, Ouais, mais ouais. souvent on fait avec les possibilités. Bien sûr, j'imagine. Tu as des contacts avec des élus potentiellement sur ces dossiers-là, sur les demandes d'autorisation ou pas forcément comment ça fonctionne? Non, Non, c'est vraiment pas purement forcément. administratif. Ouais, c'est Ouais, vraiment administratif. Voilà, il y a des autorisations donc en préfecture. Chaque commune, enfin, quand on passe plusieurs communes, il y a plusieurs demandes à faire. ouais, Il y a aussi les voiries à chaque fois qu'on traverse une route. ouais. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ouais, ça fait pas mal de dossiers. Les partenaires, recherche de partenaires, j'imagine que c'est un vaste sujet. Les collectivités, alors pour ce qui est de l'attractivité touristique, pour le coup, j'imagine que une course, elles doivent être intéressées pour devenir partenaires potentiellement. Est-ce que c'est euh, un axe intéressant pour aller chercher des partenaires? Alors oui, les collectivités, c'est un atout, surtout quand c'est voilà la plupart des courses aujourd'hui, la plupart des courses, faut savoir que soit elles sont organisées par les communes directement, Ouais, ou par des boîtes privées sur des courses voilà qui font sur des ultras surtout. C'est là où ça devient compliqué. En fait, sur une course d'un jour, on arrive facilement même encore à trouver des organisations bénévoles. Mais sur des ultras aujourd'hui, on a regardé un petit peu autour de nous. On doit être la dernière vraie association parce qu'il y a d'autres associations, mais qui ont des salariés, donc c'est un peu différent. Aujourd'hui, on doit être la dernière, oui, association vraiment bénévole qui organise un ultra. Parce que voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Mais par contre, l'idée qu'on avait au début à la création de la course, c'était de faire connaître le village de Saint-Nicolas, faire connaître Saint-Gervais, et donc de faire venir du monde donc début juillet, donc le début de la période touristique de Saint-Nicolas, de faire venir du monde sur ce petit village accroché face au Mont Blanc, quoi. ouais. Donc, J'imagine. donc oui,
J'imagine Donc la que recherche, c'est vrai que c'est le tourisme d'été est aussi un beau volet pour les communes. En termes de bénévoles, tu parlais de 7 à 12 bénévoles sur le bureau, mais oui. sur une course, enfin, sur cette course, vous êtes combien? Le jour J, j'entends. Le jour J, ça dépend combien on est et combien on aimerait être. Euh, donc, on a 170 bénévoles à peu près. Ouais, Euh, on aimerait bien en avoir 200 environ. ok. On a des bénévoles qui font 3 jours, nuit comprise, pour que tout se passe bien et que je peux appeler à n'importe quel moment pour dépanner. Voilà, dans l'idéal, ce serait d'avoir environ 200 bénévoles, sachant que pour faire une idée, le village de Saint-Nicolas compte 250 habitants. D'accord. Euh, donc voilà, même sur la commune de Saint-Gervais où il y a 5000 habitants, euh, ça fait que le ratio 200 bénévoles pour 5000 habitants, c'est quand même très compliqué à trouver. Ouais, j'imagine. Euh, donc ouais, ça fait partie des choses compliquées à avoir. Voilà, on parlait tout à l'heure, voilà, des communes, des aides des communes. C'est vrai que les communes sont intéressées parce que ça permet de faire venir du monde ce jour-là. Ils nous aident beaucoup, tout ce qui est service technique, pour la mise en place de chapiteaux, de choses comme ça. Donc ça nous soulage aussi un peu avec les bénévoles, mais c'est vrai que on est toujours en recherche, oui. J'imagine. Donc s'il y en a qui savent pas quoi faire et qui ont une course le week-end d'après ou ont eu une course le week-end d'avant, faut pas hésiter à venir donner un coup de main entre les deux. C'est clair. Euh, on va parler peut-être d'un point qui est le nerf de la guerre, qui est l'argent. Comment tu finances cette course? Alors, il y a potentiellement des partenaires, mais il y a aussi des prestataires en face à payer. Tu l'évoquais tout à l'heure pour la partie chronométrage, j'imagine. Tout ce qui est secourisme, comment ça se répartit tout ça? Et est-ce que tu peux évoquer un ordre de grandeur sur sur un budget d'une course? Oui, en fait, ça va être relativement simple, hein. On a entre un quart et un tiers du budget qui est dédié au secours. Donc voilà pourquoi les prix des dossards sont à ce prix-là aujourd'hui, parce que voilà, on a quasiment un tiers qui est incompressible. Euh, donc on peut pas enlever parce que les secours, on peut ne pas mettre de chronométrage, des choses comme ça, mais le secours est obligatoire. Donc on a ce quart, ce tiers qui est incompressible. Après voilà, on a des partenaires, des personnes qui vont nous donner des services. Ça peut être donc tout ce qui est radio, ça va être tout ce qui est chronométrage, où on va avoir voilà une moitié de budget sur tout ce qui est prestataire extérieur, disons. Et puis ouais, même pas, ça va représenter aussi un quart, un tiers. Et puis le dernier tiers, ça va être tout ce qui est pour le coureur. Voilà, ça va être le petit cadeau pour le coureur à son arrivée. Ça va être voilà, les ravitaillements aussi. Ça va être tout ce qui est mis en place autour de la structure, quoi. Ok. Les petits cadeaux aussi pour les bénévoles, parce que c'est vrai que c'est bien beau de les accaparer pendant une semaine sur une course, mais bon, on leur offre quand même un t-shirt, et puis l'année dernière, ils avaient le droit à un t-shirt et une bière, donc Forcément, ça attire plus. voilà, c'est ça. Ok. Donc, prestation, toi, tu dirais, ouais, donc le poste le plus élevé, c'est secourisme. Tu travailles avec qui sur la partie secourisme? Bah, c'est une société privée, hein, Ouais, qui gère le secourisme. d'accord. Euh, Donc, bah, nous, on est en relation avec eux bah, toute l'année, parce que c'est vrai que dès qu'on décide du parcours, faut être en accord avec eux pour voir si le parcours, voilà, s'il n'y a pas de gros problèmes à ce niveau-là. Ensuite, bah, quand on demande les autorisations, voilà, en préfecture, tout ça, c'est le premier point qu'ils nous demandent, c'est où sont les secours, quelle est la société de secours avec laquelle on travaille. Ouais, Euh, Après, on a la chance, ça fait quelques années, on travaille avec Montaigne Médic. Ça va faire 10 ans maintenant qu'on travaille avec eux, donc on est quand même, enfin, disons, rodé. Ça se passe plutôt bien. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on est aussi, ça nous sécurise nous en tant qu'organisateurs en se disant, ben voilà,
on travaille avec des personnes qui travaillent avec nous depuis longtemps, qui ont toujours très bien travaillé. Donc, c'est vrai que disons que c'est pas le budget qu'on cherche à réduire et à restreindre. Voilà, si un t-shirt est trop cher, on regarde en essayant de changer pour voir si on peut trouver mieux. Là, une fois qu'on a des personnes de confiance avec qui travailler, c'est vrai que c'est quand même plus difficile à changer, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, si la prestation est de qualité, voilà, ça rassure aussi l'organisation. Tu peux te concentrer Exactement. sur d'autres sujets. Organisation, rétroplanning, logistique et fréquence de réunion. On peut en parler un petit peu. Comment vous réunissez, comment tu lances ton rétroplanning, voilà, tous ces éléments-là. Donc, oui, en fait, on a une réunion par mois en général. Ouais. Voilà, quand c'est réunion, c'est des grosses réunions. On en est souvent pour 3-4 heures à tergiverser sur plein de sujets, disons. Voilà, l'idée, c'est de travailler entre les réunions et puis sur la réunion, c'est de proposer, de faire avancer certaines choses et de voir la suite et comment on s'organise en fait. Ok. On a de la chance d'avoir Pierre, notre président, Pierre Briand, qui nous fait les rétro-planning, qui nous donne la direction à prendre à chaque fois, à chaque réunion. Donc non, pour ça, voilà, ça va être une réunion par mois. Après, c'est vrai que sur certaines périodes, par exemple en ce moment, donc on a ouvert les inscriptions hier soir. Ouais. Ça va être, on est en contact tous les jours. Tous les jours, en ce moment, c'est 2 heures par jour le soir sur le sujet de la montagnarde, sur les différents sujets. Voilà, c'est le cours, on se rend pas compte, mais bénévole, 2 heures par jour sur 2 mois en ce moment, et puis après, ça va être quasiment tous les jours à temps plein sur le mois avant la course. Ça nous prend beaucoup de temps, ouais. Ouais, j'imagine. Et puis après, il y a tout ce qui est contrôle des certificats médicaux, tout ce volet-là peut-être. Et puis plan de communication. Ouais, vous avez peut-être une roadmap qui est assez bien bâtie sur le plan de com, sur les réseaux sociaux, dans la presse, les différents supports que vous travaillez. Euh, vous gérez cette partie-là vraiment en interne, réseaux sociaux, com? Alors, ouais, alors c'est le côté où on n'est peut-être pas très bon. Parce que voilà, communication en réseaux sociaux, on le fait en interne, on le fait donc c'est moi hier soir qui ai mis les petits messages voilà, pour inciter les coureurs soit à s'inscrire, soit qui sont déjà inscrits. Aujourd'hui, non, c'est le volet où on a tellement de choses à côté que je pense que c'est pas là où on est le meilleur. Après, on cherche pas non plus à l'aide parce que jusqu'à aujourd'hui, les courses sont pleines sans qu'on ait eu besoin d'avoir une communication autre que celle qu'on a. Ouais. Voilà, les courses sont pleines. C'est vrai l'année dernière, on a dû dépenser 0 € en communication. Ah si, je crois que j'ai dû faire une pub payante Facebook à 10 euros. Euh, Pour tester. Pour tester. ouais, c'était parce qu'il nous restait quelques places à la fin et que comme ça on clôturait les inscriptions. Donc non, je pense que c'est le côté où aujourd'hui on n'est pas bon en communication, mais que ce soit même en communication avec nos partenaires. On parlait des partenaires tout à l'heure. C'est vrai que voilà, on a tellement de choses à faire à côté que finalement peut-être qu'on s'occupe pas assez de nos partenaires. Et donc on les remercie aussi qu'ils soient toujours là, présents et prêts à nous aider, quoi. Donc c'est vrai que c'est des points à améliorer et chaque année on essaye de faire mieux et c'est des points qu'on espère faire mieux par la suite. Bon. L'essentiel, c'est de mettre un taquet, puis passer le step suivant. Alors, c'est sûr que sur du bénévolat 100%, c'est pas évident de passer des heures tous les jours et d'accorder du temps vraiment à la course. J'imagine que c'est très prenant sur la vie perso aussi pour tous les bénévoles. Préparation des lots, Ouais. balisage. Oui, Enfin, je mélange tout, mais préparation des lots, pas de ça doit souci. être à quelques jours de l'événement. Balisage, c'est quasi la veille. Euh, C'est ça. voilà. Là, on approche du jour J. C'est des gros morceaux sur l'organisation. Qu'est-ce qui est le plus gros morceau dans les quelques jours en amont d'une course?
Non, ça va être les gros morceaux toute la semaine avant. Ça va être tout ce qui est logistique, voilà, réception ça peut être des WC, ça peut être de la tente, ça peut être les services techniques qui amènent les 150 tables, ça va être les 80 barnums à décharger, ça va être les 1000 litres de coca commandés. Donc tout ça, c'est la logistique sur le village. Et puis souvent, encore une fois, on est un ou deux à réceptionner ça, et quand il faut décharger 100 tables et puis 1000 litres de boissons, ça devient tout de suite très compliqué, quoi. Le balisage, ça va être ouais, ça va être les 2 derniers jours avant la course, voire même Ouais. surtout le dernier. Ouais. Voilà, c'est sûr. Encore une fois, plus j'ai de bénévoles, plus c'est facile. euh, voilà, je répartis les bénévoles sur des portions. Voilà, les bénévoles que je connais bien ont souvent une vingtaine de kilomètres à faire. Ça paraît pas beaucoup comme ça en tant que coureur, mais quand on est à baliser, à mettre des piquets tous les 50 mètres, 20 kilomètres, c'est énorme. Ça prend du temps. Ça, ça prend du temps, on se rend pas compte, mais rien que de planter les piquets, on a mal au pouce à la fin de la journée parce qu'il faut appuyer sur le piquet à chaque fois. Et puis voilà, s'arrêter, c'est surtout s'arrêter tous les 50-100 mètres pour se pencher, planter un piquet. Ils sont toujours par deux, enfin généralement ils sont toujours par deux, mais c'est vrai que 20 km à baliser, c'est vraiment énorme et ça prend vite une journée entière, quoi. Comment ils les transportent d'ailleurs, juste pour en avoir conscience? Comment ils transportent Bah, tout ce matériel? c'est Ils font les des gros sacs. allers-retours ou... Non, non, voilà, on leur remplit les sacs, hein, c'est pour ça qu'on les fait partir à deux, justement, voire même sur les portions, par exemple, voilà, si vous avez regardé un peu la course, portion Montjoly, Aiguille Croche, où il n'y a pas d'arbre, donc c'est vraiment que des piquets bambou. Ils partent avec 1500 piquets bambou sur le dos, 1000 piquets bambou. Donc voilà, s'ils sont pas trois, c'est compliqué, quoi. Ok. Ah ouais, non, il y a le Donc, Sherpa, il y a les Sherpas et puis il y a le mec qui plante et les deux Sherpas à côté, quoi. ouais, c'est même 3 Sherpas et puis il y en a un qui plante. Enfin, ils alternent pour planter, quoi. Donc ouais, c'est vraiment les gros sacs de voyage ou les gros sacs de randonnée, hein, qu'on remplit au maximum, quoi. Ok, ok, chapeau. Chapeau parce que on n'imagine pas hein, tout le travail que tu peux mettre en place, que les équipes peuvent mettre en place avant une course. Le jour J arrive. euh, Comment tu communiques avec tes équipes pendant l'événement? Les moyens techniques, Voilà. est-ce que tu as mis en place je sais pas, des groupes WhatsApp ou ce genre de choses? La coordination, est-ce que vous faites un point régulièrement? Comment ça se passe? Euh, Bah, on fait une réunion, nous, donc ce qu'on appelle une réunion bénévole, 2 semaines avant la course à peu près, Ouais, où là on va avoir environ 80 bénévoles qui viennent pour voilà, se renseigner. On a la chance aussi d'avoir des bénévoles qui reviennent d'année en année, donc qui sont rodés. Certains bénévoles connaissent mieux le poste que moi aujourd'hui, même si c'est moi qui leur dis quoi faire. Et ils savent où prendre la clé, où ouvrir la salle, comment rentrer, comment installer la salle. Voilà, donc c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur ces personnes-là. Et puis après, ça va être, on a une radio pour l'ensemble de la course. Donc ça va être, donc chacun, on commande voilà 250 radios pour l'événement ah entre les oui, secours et ok. donc ouais, ça fait tout de suite pareil, il y a un gros budget, hein, puisque en plus on fait poser des antennes, des choses comme ça pour pouvoir communiquer entre nous. Donc ouais, c'est essentiellement par radio. Aujourd'hui, de plus en plus, voilà, on ouvre tout ce qui est groupe WhatsApp, communication de groupe. En amont de la course, c'est surtout par mail, et puis après, ouais, ça va être radio, WhatsApp, et puis téléphone, hein. Ah, Je pense que je dois. les radios, tu peux pas t'en passer aujourd'hui. Non, non, on peut pas s'en passer. Voilà, c'est un prestataire qui nous fournit voilà 250 radios. Donc ouais, aujourd'hui on est obligé pour les secouristes, mais aussi pour nous pour communiquer sur l'ensemble de la course. Ok. Sur le démarrage, enfin démarrage de la journée, retrait des dossards, le départ, qu'est-ce qui occupe le plus les bénévoles finalement? Tout. Ouais, bah, le retrait des dossards, c'est surtout la veille, hein, parce que donc on a quand même des courses enfin la grosse course part
à 5 heures du matin. Ouais. Voilà, donc nous on finit à 21h, 22h si tout va bien, des fois plus tard si tout va mal. Mais voilà, souvent vers 22h, on a fini le vendredi, après avoir balisé, après avoir fait la remise des dossards, après avoir réceptionné les dernières livraisons, tout ça. Et puis, sinon, on recommence à 2h30, 3h du matin, mise en place du départ, parce que voilà, le départ se fait dans le centre du village, donc au milieu de la rue. Donc, on le monte au dernier moment, donc mise en place du départ, donc de l'arche de départ et d'arrivée. Et puis, des premiers coureurs arrivent vers 3h30 du matin pour un départ 5h. Donc, à partir de là, ça s'enchaîne. Hein, les 3 courses du samedi débutent. Et puis voilà, le léger creux du week-end, ça va être une fois que la 3e course est partie, jusqu'à 11h midi. Voilà, les premiers arrivants, on sait que on a à ce moment-là pas trop de monde à aller chercher, pas trop d'abandon puisque c'est le début de course. Et puis c'est le léger creux du week-end. Et- ok, il y a quand même un petit moment de répit au milieu de tout ça. Ouais, il est pas long, mais Non. c'est vrai que ouais, à 8h du matin, après la 3e course le samedi, on sait qu'il y a un moment de relâchement, quoi. Bon. Ok. Sur la course, j'allais dire la remise des prix, finalement, ça vient couronner tout ça. Elle intervient. Bon, il faut arriver à synchroniser, à se dire, bah voilà, on remet les prix. Il y a encore des coureurs qui sont peut-être sur le parcours à ce moment-là. Alors, c'est un débat qui a toujours lieu et que aujourd'hui, je pense aucun organisateur a la solution parfaite. C'est toujours de savoir est-ce qu'on fait la remise des prix juste après les premiers arrivants, Ouais. c'est-à-dire après les podiums, ou est-ce qu'on fait la remise des prix pour que tout le monde puisse y assister. C'est toujours un débat. Nous, on est voilà, on n'est pas une course d'élite, je dirais. L'idée, c'est de faire plaisir à l'ensemble du peloton. Donc, on part du principe que voilà, la remise des prix se fait en fin de course. Donc, c'est-à-dire pour nous, le dimanche, sur la grosse course et le 70 km se font le dimanche. Après, le 50 km, comme tout le monde est arrivé le samedi, on le fait le samedi soir, quoi. Ça nous est arrivé sur des éditions, voilà, que le 70 km, la plupart soient arrivés le samedi, donc on fait la remise le samedi aussi. Et puis si voilà, la vétéran femme ou homme en vétéran 5 est remisé plus tard, ce sera en même temps que les autres courses le dimanche, quoi. Mais c'est un débat qui a toujours lieu. On sait que si on fait le dimanche, bah, des fois le premier est parti parce qu'il est arrivé la veille. Donc voilà, je pense que il n'y a pas de bonne solution aujourd'hui. Donc on essaye de trouver la bonne formule. Il y a un parti pris, voilà. Quoi C'est ça. qu'il en soit, il y a un parti pris. Ok. Là-dessus, est-ce que tu as d'autres éléments qui te viennent comme ça sur bon, j'imagine, hein, tu dois en avoir plein, mais des plus gros sur pendant le jour J ou pendant la compète, quoi. Ah, il y a tellement de choses qui se sont passées, c'est tellement des faits de course. Ça peut être des faits de course. Ouais. Les 4 premières années de la montagnarde, on s'est retrouvé avec 4 années de suite des orages, des énormes orages. Donc voilà, donc nous on avait dès le début, on a ouvert à chaque fois les cabanes, par exemple d'arrivée, de thé, sièges, tout ça. Donc on avait des bénévoles qui retenaient les coureurs, qui abritaient les coureurs à ces moments-là d'orage dans les cabanes. Okay. Et comme on savait que les orages chez nous c'est 2 heures maximum, voilà, après grand beau, donc on remettait tout le monde en course, on décomptait les 2 heures de temps d'arrêt. On avait remarqué que même si le coureur était arrivé même une demi-heure après l'autre s'était reposé une demi-heure de plus, donc souvent ça compensait un petit peu. Donc voilà, ça c'est des anecdotes. Après, quand on avait les réunions de course hors stade, voilà, le président était appelé pour communiquer comment on faisait pour gérer les orages. Ouais, ok. Donc voilà, ça c'est des anecdotes où on avait des bénévoles qui ont pris en photo des arcs électriques autour d'un lac parce qu'il y avait les orages.
Donc, tout ça, voilà, c'est des anecdotes. Et puis après, ça va être des trucs marrants comme une personne qui arrive le dimanche en voulant prendre la course, mais la course était la veille. Enfin, c'est voilà, il y a toujours des petites anecdotes, des petites choses comme ça. Chaque année, ça arrive. Ou voilà, des coureurs, c'est son premier trail. Il arrive pour faire 110 km, mais il n'a pas les bonnes chaussures. Ou enfin, Ok. il y a plein d'anecdotes. Des mecs en jean qui ont oublié leurs shorts, ça doit y en avoir. Ah bah ça, c'est à chaque fois. L'animation sur un événement comme celui-ci, tu as des speakers, tu as des personnes qui animent. Est-ce qu'il y a un village au départ de la course? Comment ça se passe pour les personnes qui sont accompagnantes, qui viennent accompagner un conjoint, une conjointe, un copain, un ami, et qui finalement restent sur le départ de la course? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour les accueillir? Alors, donc oui, nous on a un speaker, on a notre fameux speaker Hugo Ferrari que tout le monde connaît dans le milieu du Ouais. trail, qui nous anime très bien la course. Et puis après, en animation, voilà, chaque année on essaye de faire mieux aussi. C'est vrai que pareil, ça fait partie des sujets qu'on espère améliorer dans l'avenir, mais que aujourd'hui c'est vu nos structures et le boulot qu'on a à faire, c'est pas les priorités puisque voilà, le but c'est d'organiser la course. Après, depuis 3 ans, maintenant, on a mis en place des navettes gratuites pour tous les coureurs et pour tous les accompagnants, Ouais. voire même pour toutes les autres personnes qui veulent se déplacer donc sur Saint-Gervais donc la veille et puis pendant la course. Donc, ils peuvent aller voir maintenant, aujourd'hui, ils prennent la navette, ils vont voir leurs coureurs passer aux différents points du parcours en navette gratuitement. Euh, donc c'est vrai que sur le village, voilà, pendant la course, on a un petit peu moins de monde, donc voilà, ça permet de faire vivre. Et puis sinon, on a une buvette, on a un repas, donc il y a de quoi grignoter, se restaurer. Et puis dans l'avenir, on est en train de regarder pour pourquoi pas avoir des concerts ou des choses comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas évident et il faut trouver le temps de le faire, la place de le faire, et ça nous challenge aussi pour avoir toujours quelque chose à améliorer derrière. Ok, mais je trouve l'idée de, tu vois, des navettes pour amener ces gens sur le parcours et participer aussi à l'ambiance que tu peux trouver sur un trail, pas que au départ et à l'arrivée. C'est intéressant pour les coureurs en termes de soutien et d'ambiance. Euh, L'après-course, les coureurs passent la ligne d'arrivée, la remise des prix euh, c'est fait, tout le monde boit une bière, et après, qu'est-ce qui se passe? On nettoie, on range, on enlève les balises. Comment se Bah, passe l'après? après, c'est juste après, on a de la chance d'avoir donc c'est quelque chose qu'on prépare pas forcément en amont. Je prépare pas des bénévoles exprès pour ranger. Mais on a de la chance, c'est qu'ils sont au courant et que souvent, bah, le dimanche, ils viennent, les bénévoles ont le droit à un repas, tout ça, donc ils viennent le dimanche prendre leur petit repas et savent qu'il faut tout ranger. Donc on a de la chance d'avoir des super bénévoles qui, sans qu'on leur demande, sont là à la fin pour vraiment ranger un peu le village et puis la course le soir même. Ok. Se ranger, c'est-à-dire, voilà, on a les 5000 balises à trier. Les 5000 balises, pour que ce soit plus facile, on fait des fagots de 10 et puis ensuite de 100 pour pouvoir les ranger et les stocker. Et puis, pour que l'année d'après, ce soit facile à faire, quoi. Ça peut être ça, ça peut être ranger toutes les oriflammes, les barrières, les choses comme ça. Donc, juste derrière, ça se fait relativement vite. Et puis, dans la soirée, c'est fait. Après, le lendemain, c'est souvent les grands moments de solitude, c'est que voilà, on a prévu tous les bénévoles ont fait toute la semaine, donc sont fatigués aussi. Et là, faut tout ranger. En plus, bah voilà, nous on travaille tous, donc des fois on a pris la semaine avant, des fois on a pris 2 semaines avant pour pouvoir organiser. Ouais. Nous on a le travail aussi, on a mis de côté tout le travail, donc faut Rattraper. ouais, faut rattraper ou au moins donner des nouvelles parce que ça fait 3 semaines qu'on n'a pas donné de nouvelles au boulot. Pas Ouais. forcément beaucoup de bras sur les jours suivants, mais encore une charge de travail importante pour les bénévoles restants, les survivants. Ouais, souvent c'est les membres du bureau. Ouais. Le noyau Les dur. membres du bureau,
le noyau dur et puis quelques très beaux bénévoles qu'on a, même s'ils sont tous parfaits. Voilà, et puis voilà, des choses qu'il y a à faire juste derrière, c'est-à-dire donner les résultats aujourd'hui à ITRA, à l'UTMB, toutes ces petites choses qu'il faut faire immédiatement derrière. Ok. Mais sinon, derrière, voilà, on prend le temps et on se laisse quelques semaines de récupération. D'accord. Vous en profitez pour faire quelques petits runs récupérateurs aussi, quelques petites sorties entre bénévoles, j'imagine. Ouais, c'est ça. Bah, surtout pour nous-mêmes, aller courir, souvent pour nous, ça va être plutôt rattraper le travail que durant les 3, 4 dernières semaines, on n'a pas effectué le travail qu'on a à faire tous les jours, donc on se Ouais. rend pas compte. Mais du coup, ouais, voilà, on a la chance d'être tous un peu soit indépendants, soit voilà, avoir nos propres. On a le directeur du camping des Contamines, tout ça, donc on arrive à se laisser du temps, mais derrière, il faut rattraper un peu le travail qu'on n'a pas effectué depuis 3 semaines, un mois. Donc c'est vrai que juste derrière ça, il y a quand même pas mal de choses à faire. Ouais. Le quotidien reprend son cours avec la charge qui a été laissée en suspens. Exactement, ouais, Ok. c'est ça. Euh, les, euh, les bénévoles, vous les remerciez comment? Est-ce que vous faites peut-être un petit apéro après, un petit repas, Ouais. ou est-ce que c'est vraiment pendant, voilà, où il y a cette convivialité qui se crée? Non, je pense qu'on les remercie jamais assez parce que sans eux, il n'y aurait pas de course. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, on essaye. Après, on n'est peut-être pas parfait, mais pour nous, plus que le coureur, c'est le bénévole qui est roi. Voilà, il a le jour que la course, on l'autorise. Enfin, s'il a faim à se servir sur n'importe quel ravitaillement, s'il veut boire quelque chose, il n'y a pas de souci. Enfin, l'idée, c'est voilà, le bénévole est là pour donner de son temps et nous derrière, on donnera. Enfin, ce que je dirais sans compter, même si avec nos moyens, disons, en donnant enfin, les moyens qu'on peut donner. Voilà, on veut que le bénévole passe un bon moment pendant la course et puis après, voilà, on fait une soirée bénévole qu'on a fait il y a quelques semaines, là, il y a 3 semaines. Voilà, on a fait une soirée, un repas où on remercie tous nos bénévoles, on leur fait une petite soirée avec un repas et puis dans un lieu un petit peu sympa. Après, voilà, on essaie de changer un peu des fois ou changer d'emplacement. Mais voilà, on essaye de les remercier. Sans eux, il n'y aurait pas de course et ça, le coureur s'en rend pas compte non plus. Se rend pas Tant qu'il compte n'a pas non plus passé que ouais, tant qu'il n'est pas passé de l'autre côté aussi, je pense qu'on n'imagine pas l'envers du décor. ouais, et puis on s'imagine pas que le bénévole a peut-être pas toutes les informations, que le bénévole, bah voilà, il s'inscrit la veille, il connaît pas forcément tout le parcours en entier, que voilà, que le bénévole il peut être âgé, enfin, il y a plein de choses comme ça où c'est la première fois qu'il est sur une course, donc voilà, des fois j'en entends se plaindre, oui, le bénévole, mais il m'a pas mis le bon truc dans mon sac, il m'a pas fait ça, c'est compliqué et c'est vrai que ça ouvre les yeux. Hein, parce que moi, quand je cours, du coup, pas une fois dans ma vie, je me suis permis du coup de critiquer déjà un bénévole et même une organisation parce que il y a tellement d'enjeux, de choses qui se mettent. Quand j'entends des fois dire ah ouais, mais la course là, il y avait trop de goudron, j'ai envie de dire bah ouais, mais on s'est inscrit avant, hein, on le savait avant. C'est souvent, moi, sur la ligne d'arrivée, on me dit ouais, la dernière montée, là, elle sert à rien. Bah, la première non plus. Voilà, il y a la fatigue des coureurs, il y a les choses comme ça qui font qu'on se pose des questions et c'est compréhensible. Mais voilà, Ouais. tant qu'on n'a pas organisé, on ne sait pas. Généralement, je pense que tu as quand même de bons retours. Il y a toujours les grincheux, mais ça, c'est partout pareil. Mais je pense que allez, 90%, 95% des coureurs doivent être satisfaits de la course. Ouais, oui, oui, c'est sûr, hein, même je dirais 97%. Ça n'empêche pas que l'année dernière, au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, j'ai un coureur qui arrive. Je l'accueille parce que donc au milieu de la nuit, on n'est pas non plus 30.
Et là, il me regarde, il me fait non, mais de toute façon, cette course, c'est de la merde, je reviendrai plus. Tout était de la merde, le parcours, enfin, Ok. voilà. Il est parti sur ces mots-là, même sans laisser le temps d'explication ou de compréhension. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi. Voilà, il y a 2-3% De gras ouais, chemin. je dirais même pas. Il y a même 1%, je dirais. Ah, mais c'est ça. Et Il y en a c'est 1%. surtout pas ça qu'il faut retenir. C'est Non, surtout non, non, bah heureusement, parce que sinon on aurait déjà arrêté, mais, des belles mais voilà, histoires, c'est toujours dommage. ouais, des histoires, des anecdotes qui te viennent spontanément sur les 15 éditions auxquelles tu as participé en tant qu'organisateur. Est-ce que tu aurais des anecdotes, des histoires à nous raconter? Oui, voilà. Ouais, bah comme j'ai raconté tout à l'heure, l'histoire des arcs électriques sur le plan d'eau, ça en fait partie. Les coureurs voilà, qu'on arrête dans des cabanes qui mangent, du coup, les cabanes, ça pouvait être un refuge ou voilà, une personne qui a un chalet qui fait une fondue aux coureurs parce qu'ils attendent pendant 1 heure dans leur chalet. Donc tout ça, ça s'est fait naturellement. Ça, c'est des bonnes histoires. Ça peut être moi, une fois, je suis allé baliser un vendredi, je me suis retrouvé face à un taureau où on a dû donc faire demi-tour, essayer de contacter la personne pour qu'elle enlève le taureau du champ pour pouvoir passer. Voilà, après, il y a les mauvaises aussi, hein, les coureurs qui n'ont pas déclaré leur abandon ou on déclenche tout le plan de secours. Donc voilà, avec les gendarmes qui viennent, des recherches voilà, à pied pour aller voir si le coureur n'est pas tombé dans un fossé et tout ça. Des contacts, donc contacter c'est sa famille mais qui personne ne répond ou pas le bon numéro de téléphone. Et puis finalement, 5-6 heures après, on le retrouve, il était à l'hôtel, il avait dit à personne qu'il était rentré à l'hôtel. Et puis en plus, il avait même pas donné le bon nom d'hôtel sur son inscription. Donc ouais, c'est voilà, il y a les bonnes anecdotes, il y a les mauvaises. Ouais, là, je pense qu'il y a de quoi, il y a de quoi en parler encore très très longtemps. Mais c'est aussi des souvenirs, je pense, de coureurs, d'organisateurs. Et c'est ce qui fait la beauté du trail running. Sans les bénévoles et les personnes qui sont sur les courses, ben, pas de course, hein. Tout simplement, on ferait que des offs. Euh, Oui, c'est sûr. voilà. Ouais, c'est sûr. Et puis, on se rend pas compte, même en tant que coureur, que finalement, quand voilà, une année, on a dû arrêter la course parce qu'il y avait des orages, une autre, on ne l'a pas fait parce qu'il y avait le Covid. Mais le coureur est déçu, mais il se rend pas compte que l'organisateur est beaucoup plus déçu que le coureur. Parce que voilà, le coureur s'est peut-être entraîné chaque semaine, mais ça fait partie de son plaisir aussi d'entraînement. L'organisateur crée la course pour le coureur et fait en sorte au mieux pour le coureur, quoi. Ouais. Et c'est ça que des fois, voilà, qu'on a du mal des fois à accepter, c'est quand, voilà, si on arrête pour cause d'orage, c'est absolument pas nous qui voulons arrêter. On n'a aucun intérêt à le faire. Ça nous complique même plus la chose que si tout se passait bien. Donc c'est toujours dommage des fois d'avoir voilà, que ce soit sur notre course, hein, mais aussi quand j'entends sur d'autres courses, d'autres problèmes. J'ai envie de dire, voilà, l'organisateur, à la base, quand il crée sa course, c'est pour que tout se passe bien. Donc, s'il l'arrête, s'il l'annule, c'est qu'il y a vraiment quelque chose et que, voilà, derrière, on n'a pas le choix, quoi. Les inscriptions pour l'édition 2024 ouvraient hier. Ouais. Tu peux nous parler un peu de l'édition 2024, comment ça va se passer, voilà, tout simplement. Alors, j'ai dû être dans les premiers inscrits parce que Bon, bah, parfait. c'est une course que j'ai repérée depuis des années et à chaque fois je m'inscris trop tard. Ah, Donc non, cette année j'étais dans les premiers inscrits. Je crois qu'il y a 2 minutes après l'inscription, après l'ouverture des inscriptions, j'étais parfait. voilà. Non, Édition 2024, ouais, comment ça se passe? Quelle est la date? Donne-nous un petit peu des infos sur cette édition. bah, pour 2024, on n'aura pas énormément de changements, hein. Ça fait 2-3 ans où on a un parcours qui nous simplifie, nous, en tant qu'organisateurs, qui est joli et qui plaît à l'ensemble des coureurs.
Ouais. Donc, on n'aura pas un gros changement de parcours. Pour parcours à peu près similaire, il n'y a que la petite course le dimanche où on est encore en train de regarder pour le départ de la course. Voilà, on est une course de plus en plus éco-responsable aussi, même si c'est un grand mot parce que du moment où on crée une course et qu'on fait participer 1500 coureurs, je suis pas sûr qu'on soit très éco-responsable, mais en tout cas, on essaye de l'être. L'idée, c'était pourquoi faire le départ de Saint-Nicolas alors que si on fait le départ de Saint-Gervais et puis une arrivée à Saint-Nicolas, ça permet, voilà, il y a moins de voitures qui montent de 500 mètres de dénivelé et puis 10 km plus loin. Donc ça va être cette réflexion-là où on a encore une petite hésitation là-dessus. Mais sinon, pas de changement notable dans le parcours et puis dans la course. Ok. Pour les inscriptions, bah, ça a démarré, je crois qu'on a fait 300 inscrits en 1 heure hier soir. Voilà, je pense que c'est 300 sur la starting block, sur les starting blocks. Et puis bah là, je pense qu'il va y avoir un petit creux et tout au long de la semaine, on va remplir au fur et à mesure. Alors, comme je disais, on n'a pas fait de communication. Je crois qu'on a fait un seul message il y a 3 semaines sur Facebook en disant qu'on allait ouvrir les inscriptions. Ça doit être absolument toute la communication qu'on a fait à ce sujet. Donc, en fonction voilà, des inscriptions, on communiquera un peu plus sur les réseaux sociaux ou pas. Sachant que l'année dernière, La notoriété de la course est déjà quand même là aussi pour la remplir, quoi. ouais, c'est ça. Et puis voilà, pourquoi communiquer trop si derrière on refuse les personnes? C'est aussi notre philosophie, notre physionomie, quoi. Donc, et puis l'année dernière, ouais, fin janvier, je crois que la totalité des places avait été prise. Sachant que depuis donc la première édition, chaque année, la date butoir recule. Donc aujourd'hui, on n'a encore jamais fait de loterie, tirage au sort, c'est pas notre but. Donc voilà, pour l'instant, les inscriptions se passent bien, l'organisation se passe bien. Voilà, donc je pense qu'on aura une belle édition 2024. Bon, super. Le niveau de la course, on peut en parler un petit peu en termes de performance. Est-ce que tu vois des évolutions? Est-ce qu'il y a des coureurs, j'allais dire élites, qui sont passés sur cette course? Est-ce que tu en as sur 2024 qui se sont déjà positionnés? Comment ça se passe tout ça? Alors, au début, à la création de la course, on en avait quand même pas mal. Je crois que la première édition, c'est Antoine Guillon qui gagne. La deuxième, ça doit être, ou deux ou troisième, ça doit être Ludo Pomeray. On a eu Sébastien Chéniaud qui a gagné une des petites courses. On a eu Juliette Blanchet. On a eu pas mal de très très bons coureurs. Après, on n'a jamais été considéré comme une course élite. Je pense qu'il y a pas mal de raisons à ça, parce que c'était une course très très dure, très très dure sans notoriété, qui fait que ça entame quand même une bonne partie de la saison si on s'inscrit sur la montagnarde. On sait que voilà, il nous faut un bon mois de récupération derrière et puis avant, il faut se préparer. Donc c'est vrai que pour un coureur élite, c'est quelque chose qui, voilà, s'il a des gros objectifs difficiles. Après, sur les petites courses, bah voilà, on sait qu'on est quand même bien placé par rapport à l'UTMB pour faire 50-70 km avec beaucoup de dénivelé. Ça peut faire un bon bloc pour les courses de fin d'été. Donc voilà, notre but, c'est pas forcément d'avoir des élites, hein. Après, on est toujours content quand ils viennent et qu'ils aiment notre parcours. Donc, sinon, sans parler d'élite, c'est vrai que le niveau a quand même changé de coureur ultra. Quand je parlais des premières éditions, on avait 30 arrivées. Aujourd'hui, je pense que même avec le même dénivelé, le même kilométrage, on aurait plus de coureurs à l'arrivée puisque le niveau du peloton a quand même vraiment augmenté, quoi. Donc Okay. voilà, sans parler d'élite, le niveau, les performances augmentent, les coureurs courent ouais, de plus en plus vite aussi, hein, on le remarque. Après, c'est vrai que voilà, on a un niveau qui est quand même assez homogène sur nos courses, quoi. Qu'est-ce qu'on voit sur le parcours? Les paysages, en termes de paysages, pour quelqu'un qui connaît pas le tracé, qui connaît pas les courses, qu'est-ce qu'on y voit?
Et fais-nous rêver. Ah, je pense que on peut pas décrire si on l'a pas vu. Non, je pense qu'on passe vraiment par un parcours qui est assez, enfin, iconique. Quand on monte, on a cette première montée de 1500 mètres de dénivelé quasiment pour atteindre le Mont Joli, qui est réputé comme pratiquement un des plus beaux points de vue de la vallée, même de France, puisqu'on a toute la vision sur la vallée donc, du Mont Blanc, mais sur toute la chaîne du Mont Blanc avec face à nous le Mont Blanc. Et puis à ce moment-là, bah, on part sur une arête, une des plus belles arêtes de France, pareil, une arête de 3-4 km pour rejoindre l'aiguille Croche, où d'un côté on a 800 mètres de vide pour arriver à Megève, et de l'autre côté des belles pentes herbeuses, pareil pour arriver aux Contamines. Donc pendant 3 km, on a d'un côté le massif du Mont Blanc, de l'autre côté toute une vallée avec les Aravis, les montagnes jusqu'à Grenoble, Lyon. Donc ouais, je pense que déjà rien que ce début de course, souvent les personnes reviennent pour ça, quoi. Souvent en plus c'est le lever du soleil un peu à ce moment-là. Et puis après on passe par des points qui sont aussi connus, reconnus. On a le col de la Fenêtre qui est un col mythique. On a le refuge de Tré-la-Tête mythique, le col du Tricot passé aussi par la TDS, la TDS qui nous a emprunté notre col, disons. Puisqu'on était là avant eux. Voilà, le sommet du Prarion aussi, qu'on parle un petit peu moins, mais pourtant on voit toute la ville de Chamonix, toute la ville, toute la vallée du Mont Blanc, et puis toute la chaîne du Mont Blanc, on a l'impression de pouvoir le toucher. Et puis après, voilà, on redescend un peu dans la vallée, on monte de l'autre côté, on fait une boucle sur Megève, sur ce qu'on appelle un peu plus les pistes de ski, mais c'est tout sur des arêtes, donc on a quasiment tout le long du parcours une vue à 360 degrés, quoi. Ce qui est assez rare et moi en tant que coureur, c'est les courses que je recherche. Donc quand on regarde le parcours, quand on a créé le parcours, c'est aussi les côtés les coins qu'on aime courir. Donc pour moi, c'est magique, quoi. Ok, en tout cas, tu as les yeux qui pétillent, donc ça laisse entrevoir de beaux paysages et j'ai hâte de prendre le départ de l'édition pour voir un petit peu ce tracé. Euh, Aujourd'hui, de quoi tu as besoin et comment est-ce qu'on peut te contacter, s'inscrire, vous retrouver sur les réseaux sociaux? Ouais, bah tout simplement, hein, que ce soit par mail, Facebook, Instagram, c'est soit moi, soit Pierre. Maintenant, on a Louise qui est avec nous ou Blandine qui s'en occupe. Donc voilà, on est un petit groupe. Donc si vous nous écrivez par n'importe quel intermédiaire, souvent on répond, on essaie le plus rapidement possible. Je sais pas de ton expérience quand tu m'as contacté si c'était long ou pas. Je me souviens. Pas Enfin, long du tout. Très ouais. très rapide. Très très rapide. Ouais, souvent on essaie d'être rapide. Bon, après, des fois je suis en vacances ou quoi, donc il y a peut-être un petit creux ou quelque chose. Mais voilà, on essaye. Voilà, moi je reçois sur mon téléphone les notifications de Messenger, donc, donc j'essaye de répondre le plus vite possible. Donc non, qu'est-ce on aura besoin? Voilà, c'est du monde sur la course, des sourires, des bénévoles. Ouais, ça serait le point. Voilà, si vous êtes coureur, pas hésiter. On a des ouvertures de course, donc c'est-à-dire juste partir avant les coureurs pour faire 10-20 km. Donc voilà, si c'est dans le cadre d'un entraînement, plutôt qu'aller s'entraîner le dimanche ou le samedi, bah, venez nous aider, vous entraîner sur la montagnarde. Donc vous entraînez, vous faites 10-20 km avec l'objectif aussi de nous aider. Donc non, ouais, ça serait côté bénévole et puis voilà, de toute façon on est ouvert à toute discussion. Si une personne veut un mécène veut venir nous voir et puis vouloir mettre son nom sur nos maillots, nos dossards et puis à côté de ça on peut faire réduire le prix de la course aux coureurs parce qu'on en est là aujourd'hui. Nous si on a un gros partenaire, ça serait pour faire baisser le prix des dossards. Donc ça serait avec plaisir, quoi. Ou alors soit faire baisser le prix ou soit donner quelque chose en plus au coureur, quelque chose qu'il n'a pas l'habitude, quoi. Donc voilà, on a besoin, je dirais, de rien, mais d'un autre côté de tout et surtout de personnes de bonne volonté. Ok, bah écoute, le message est passé. Merci infiniment pour ton temps, pour tes explications. J'espère que il y aura des coureurs auront envie de tenter l'expérience du bénévolat pour passer de l'autre côté et découvrir Ouais. le trail running, mais version bénévole.
J'espère qu'il y aura de nouveaux coureurs qui vont découvrir ton tracé l'année prochaine. Et puis, de toute façon, nous, on aura l'occasion de se croiser au départ et j'espère à l'arrivée de la course en 2024. D'ici là, on peut te souhaiter beaucoup de courage pour Ah, c'est gentil. cette organisation parce que on mesure maintenant vraiment l'ampleur de ce que ça représente en termes de temps et d'énergie. Bah, c'est gentil. Moi, enfin, c'est moi, mais c'est aussi voilà tous les membres du bureau, en particulier Pierre, le président, Blandine, Gérald, qui font un travail extraordinaire. Donc, voilà, c'est vraiment ce petit groupe qu'on peut remercier, enfin que vous pouvez tous remercier vraiment, parce que sans eux, il n'y aurait pas la course. Donc, c'est vraiment eux qu'il faut remercier. Et puis, bah, merci à toi pour m'écouter. Tu nous donnes juste l'adresse du site La Montagnarde? Ouais, bah, il suffit de taper La Montagnarde hein, sur Internet, donc c'est www.lamontagnarde.com et on tombe sur le site Internet. Sinon, sur la page Facebook, pareil, La Montagnarde ou sur les réseaux sociaux. Donc, on nous trouve assez facilement, donc faut pas hésiter voilà, à nous mettre un petit message ou quoi. C'est avec plaisir qu'on vous répondra. Ok, très bien. Merci Stéphane. Bonne fin de journée Merci à à toi. toi. Et puis bonne course préparatoire sur ce tracé. Bah, merci beaucoup. Et puis, Allez, bah, au plaisir de se voir début juillet. Hein, ouais, sans faute. et puis si d'ici là, tu es dans la région, ou voilà, Ouais, n'hésite pas à mettre un petit je, message. je suis en Haute-Savoie aussi. Début juillet, moi c'est mon anniversaire, hein, la Montagnarde. C'est le 7. On part le 6, mais Parfait. je pense arriver le 7 pour mon anniversaire. Bah nickel alors. Du coup, on se verra le 7. Voilà. Voilà, on se verra avant à la remise des dossards, tout ça, je serai par Ouais, là-bas. ouais, ouais, sans faute. Allez, bye bye. Merci, bonne journée, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode palpitant de Quelque part sur. J'espère que ce récit vous aura donné envie d'enfiler vos baskets, de partir à l'aventure ou de relever de nouveaux défis pour faire un pas de plus vers vos rêves. Découvrez les futurs épisodes en vous abonnant au podcast. Je vous invite aussi à découvrir le blog quelquepartsur.com soutenu par Chamonix Trail. Vous pouvez me contacter via Insta ou LinkedIn. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que le trail, c'est wild. C'est wild. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.